pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Merlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société des grands magasins. Alors vous exploitez d'importants centres commerciaux. On peut citer Lille, Nîmes ou encore le Kremlin-Bicêtre. Et cet été, vous avez donc racheté 7 grands magasins au groupe Galeries Lafayette, Grenoble, Dijon, Angers, Limoges, Orléans, Reims et Le Mans. 80 000 m² de surface de vente, chiffre d'affaires à peu près un petit peu inférieur à 300 millions d'euros annuels. Moi, je voulais savoir ce qui avait motivé ce rachat, parce que c'est vrai que les Galeries Lafayette dans les villes de province, ce sont quand même des établissements qui ont un côté un peu mythique, un peu unique. Donc, qu'est-ce qui a motivé, vous, votre rachat ? La conviction de la Société de grands magasins, c'est de croire que le commerce existera longtemps, le commerce physique, il existera en centre-ville. Et donc, comme depuis quelques années, on s'affaire à racheter des centres commerciaux d'hyper-centre-ville, pour nous, c'était l'histoire d'après. Ces grands magasins bénéficient d'un emplacement inouï. Le commerce est né autour de ces immeubles. Et donc, c'était l'opportunité de faire vivre le commerce et de continuer à faire vivre le commerce, justement, dans ce centre-ville, avec, en plus de ça, notre savoir-faire spécifique et d'aller justement investir dans ces magasins pour y offrir une pluralité, une diversification d'offres. Et il y a encore de la place aujourd'hui pour ce modèle, parce que j'imagine que si les Galeries Lafayette s'en séparent, c'est que ça ne marche pas forcément très bien. Ah non, je ne crois pas. Ces magasins sont rentables. Ils sont rentables. Non, je crois que les Galeries Lafayette, ce qu'elles souhaitent, c'est voir un opérateur indépendant qui vient et qui investisse avec une volonté justement de faire évoluer le modèle. Quand on regarde nos centres commerciaux et qu'on reprend le périmètre qui était le nôtre il y a encore 4 ans, quand on a commencé à acheter des centres commerciaux, on a multiplié pratiquement par 2 la valorisation de ces sites au moyen d'une recommercialisation qui a été juste inouïe. On a recommercialisé presque 80 000 m² de commerce et donc c'est bien la preuve que le commerce de centre-ville peut continuer à exister. Alors on l'a fait avec une diversification d'offres, comme je le disais. On n'y a pas fait que du commerce classique, on y a fait des food courts, on y a fait des espaces de loisirs, on y a fait du sport. Bref, on a essayé justement de motiver nos clients à venir chez nous, pas que pour acheter, mais aussi pour vivre une expérience et à passer un moment sympa. Et c'est ce qu'on va essayer de faire justement dans ces grands magasins Galeries Lafayette. Oui, mais c'est là où le positionnement est intéressant, je trouve, parce qu'on parle beaucoup du petit commerce, de proximité. À côté, vous avez l'habitude, vous, de gérer des centres commerciaux d'hyper-centre-ville. Ils sont présents chez nous, ces petits commerçants de proximité aussi. Hein. Ah, bah, c'est ça, des grandes enseignes. Alors, c'est intéressant, racontez-le-moi. On a des locomotives alimentaires, des locomotives de loisirs, des cinémas, etc. Mais on a aussi des petits commerçants chez nous. On a le cordonnier, le coiffeur, et on a à côté de ça, en plus, comme je le disais, eh bien, des super restaurants, des concepts de food court, des concepts de jeux de gaming, etc. Ça veut dire que vous allez repenser ce qui fait traditionnellement le magasin Galeries Lafayette, ou est-ce qu'il y aura des marqueurs qu'on va continuer de retrouver ? Ah non, le magasin Galeries Lafayette, ça restera un grand magasin, voilà, comme on le connaît, avec les grands rayons du grand magasin. Par contre, on va essayer d'y donner une diversité. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien y installer notre marque de food court qui s'appelle Kitchen Market, qui est présente à Lille et qui cartonne comme jamais dans ces Galeries Lafayette. On pourrait très bien imaginer en fait un coiffeur au rayon beauté. On pourrait très bien imaginer un espace de fitness au rayon sport, par exemple. Ouais, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est quand même de redonner un petit coup de peps à ces activités-là qui peut-être étaient un petit peu désuètes, on va dire. Vous avez raison. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le modèle du grand magasin, en province, dans les villes dans lesquelles, justement, on va investir, il a une attractivité qui est juste dingue. On vient de très loin, on vient de l'extérieur des villes, justement, on pénètre la ville pour aller dans ces grands magasins. C'est encore vrai, ça, aujourd'hui ? Oui, c'est encore vrai, je vous assure. Les chiffres le prouvent, c'est des magasins qui ont des millions de visiteurs chaque année. Ah ouais, quand même. Alors là, vraiment, je ne savais pas. Alors, on parle justement, c'est ce que vous disiez là à l'instant, on parle de désertification du centre-ville sur le plan commercial. Comment est-ce qu'on redonne du dynamisme au centre-ville ? Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de tous ces petits commerces qui se vident. C'est vrai que parfois, les hyper centre-ville, comme vous dites, sont un petit peu mal vus parce que ce sont des grands temples de centres commerciaux avec des grandes chaînes et finalement on voit assez peu le petit commerce, même si j'entends ce que vous dites et oui, il y a le coiffeur, il y a le boulanger. Et là, je pense que toute la période Covid qu'on vient de vivre a été assez révélatrice finalement de ces centres commerciaux de proximité. En réalité, c'est vrai que les énormes jumbo sont moins peut-être dans les habitudes de consommation au quotidien. Le télétravail, le confinement a servi notre modèle parce que les habitants des villes ont redécouvert en fait nos actifs de proximité avec une pluralité d'offres qui n'est certes pas aussi importante que dans les très grands centres commerciaux de périphérie, exactement, mais par contre ce sont des lieux de passage au quotidien. On a des gens chez nous qui viennent 2 fois, 3 fois dans la journée. Quand on a racheté sur un périmètre ISO, aujourd'hui on est propriétaire d'une dizaine de centres commerciaux. Ouais. Et il y a encore 4 ans, si je prends les chiffres, on avait à peu près 18 millions de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, on est au-delà des 30 millions.
Ah oui, donc vous avez fait un super jump. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le regard des gens sur ces centres commerciaux? Non, c'est ce que je disais, les habitudes réellement. Les habitudes de consommation changent. D'accord. On a tendance à consommer plus près de chez soi. On descend, on vient, on achète, etc. Et en plus de ça, chez nous, il y a une diversité d'offres. Alors, on s'est affairé aussi à essayer de donner une dimension sociale au centre commercial. L'enjeu du propriétaire du centre commercial que je suis, et bientôt du grand magasin, c'est de générer du flux. Bah bien sûr, mais c'est là toute la question. C'est là tout le sujet. Quand je génère du flux et que mon commerçant a 20 000, 30 000, 40 000 clients potentiels qui passent tous les jours dans sa vitrine, il devrait pouvoir le transformer. Et donc, pour générer du flux, on va chercher d'autres expériences. Et on a par exemple monté une marque de tiers-lieux qui s'appelle La Troisième Place, qu'on a montée en association avec une association qui s'appelle La Cordée Éducative, qui est gérée par des éducateurs spécialisés et qui est autour en fait d'une grande cuisine collective. Vous avez chaque matin des cours de cuisine rééducatifs. Ces plats qui ont été préparés sont revendus le midi, donc ça devient un restaurant. Ouais. Vous avez un incubateur, vous avez un espace de coworking. Vous avez aussi énormément d'associations qui sont domiciliées au sein du centre. Et là, pour moi, c'est le pari qui est réussi parce que c'est faire venir en fait dans le centre commercial des personnes qui n'ont pas des velléités forcément pour acheter dans le temple du commerce, le centre commercial, mais qui viennent parce que le centre est inscrit dans les habitudes au quotidien. Eh bien certainement, elles transformeront en fait un jour ou l'autre ce passage par un achat dans le centre. En tout cas, le centre est devenu le lieu dans lequel on vient, peu importe ce qu'on a à y faire. Il est chauffé l'hiver, il est rafraîchi l'été. C'est un lieu de vie, en fait, plus qu'un simple centre commercial. Nous, l'enjeu, parce qu'on est toujours en centre-ville, c'est de remettre l'église au cœur du village. Et ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que quand l'école du coin a une kermesse à organiser, il faut que le podium il soit monté dans le centre commercial et nulle part ailleurs. Le centre, c'est là où ça se passe. Mais sérieux, vous êtes prêt à accueillir des kermesses d'école? Vous poussez un peu le bouchon loin, non? Non, je vous assure qu'on le fait. C'est vrai? Vous le faites où, par exemple? On le fait à Roubaix, par exemple. C'est vrai? Ouais. Mais ça doit être une... Enfin, là, pour le coup, effectivement, je trouve que... C'est une vision personnelle, mais vous jouez vraiment votre rôle d'acteur de la cité. Exactement. Le centre commercial, c'est un acteur de la cité, comme je le disais. Il a un rôle social à jouer et on l'assume, par exemple, avec la Troisième Place. On a une politique d'animation qui est juste dingue. Chaque année, on a 40 semaines d'animation par an, qui sont des animations parfois basiques, mais qui tournent autour des enfants, etc. Bref, en fait, on essaye d'inscrire le centre commercial dans les habitudes quotidiennes. Quand vous allez chercher vos enfants à la sortie de l'école, vous passerez peut-être par le centre, parce que c'est là qu'il viendra faire de l'aide aux devoirs. D'accord. Mais et avec le confinement, avec le pass sanitaire, avec les fermetures qu'on a pu connaître, ça n'a pas découragé le public? Je repense aux chiffres que vous me donniez tout à l'heure de progression de la fréquentation. Il n'y a pas eu quand même un coup d'arrêt? Les gens n'ont pas marre de le masque. Il faut que je montre mon pass sanitaire quand j'arrive dans un endroit qui est relativement grand. Non, alors, ça n'a pas eu d'impact? Le confinement a été une épreuve économique pour nous autres foncières et bien entendu pour nos clients qui sont les enseignes et qui sont nos locataires. Sur le sujet du paiement des loyers, on n'a pas de tabou. En revanche, sur les habitudes de consommation et sur le pass sanitaire a été levé. Et force est de constater qu'après chaque déconfinement, il y a eu un enjeu juste inouï à venir consommer chez nous. Et c'est bien le contre-pied de tous ceux qui croyaient à la fin d'un modèle, c'est-à-dire celui du commerce physique, au fait de dire qu'il y a encore 2-3 ans, on était hyper contre-cyclique. Tout le monde nous disait, vous êtes fous d'investir dans le commerce physique, Internet va absolument annihiler le commerce physique. Non, je crois que c'est faux. Aujourd'hui, toutes les enseignes sont persuadées en fait de la nécessité de l'omnicanalité et on se fiche de savoir si vous avez acheté votre chemise hier dans un de mes centres commerciaux parce que finalement vous êtes passé, vous avez vu une pub la veille sur Internet ou si vous l'avez acheté sur Internet parce que vous êtes passé hier devant une vitrine d'un de mes centres. Donc c'est tout l'enjeu pour nous en fait. Et la meilleure preuve que je peux donner, c'est qu'entre le 1er janvier de cette année et le 30 juin, nos centres ont été fermés plus de 3 mois en raison du confinement et on a recommercialisé 35 000 m² de commerce. Ça veut dire qu'à l'échelle de 200 000 m² dont on est propriétaire, ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience des enseignes à une nécessité d'avoir des boutiques présentes en centre-ville. Énormément d'enseignes qui étaient présentes à l'extérieur viennent en centre-ville aujourd'hui. Regardez à Ikea à Paris, par exemple, et bientôt ailleurs en province. Il y a eu un enjeu inouï à dire il faut investir dans des magasins qui sont des magasins accueillants, qui sont des magasins peut-être de plus en plus vitrines, de taille sans doute un peu limitée, plus limitée, mais on viendra dans le magasin et on repartira peut-être sans achat parce qu'on achètera sur Internet, on se fera livrer, mais on aura vu le produit. Mais c'est plus alors des magasins qui seront pensés comme des showrooms où on vient voir quelque chose qu'on a peut-être vu sur Internet mais qu'on a besoin peut-être à un moment de toucher, ou ce sont de simples click and collect? Parce que donnez-moi votre avis de consommatrice. Quand vous faites du shopping, vous n'avez pas envie de partir avec vos paquets? Ah si, mais bon... Donc vous partirez avec le paquet s'il y a votre taille. Ouais. S'il n'y a pas votre taille, eh bien vous vous ferez livrer.
Moi, je crois que c'est encore très important d'avoir cette expérience et de rentrer le soir avec ses paquets. Acheter, c'est un acte social. On s'en est rendu compte plus que jamais. On n'a jamais parlé autant du commerce que depuis le Covid. Oui, c'est sûr. Après, la question, c'est aussi comment est-ce que vous allez repenser ces centres-là pour qu'ils répondent aussi aux enjeux environnementaux? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que les centres commerciaux d'hyper-centre-ville, comme vous dites, peuvent répondre aux enjeux écologiques? C'est tout l'enjeu. Et donc, on a monté notre propre label, qui n'est pas d'ailleurs destiné qu'aux actifs dont nous sommes propriétaires, puisqu'on discute aujourd'hui avec d'autres foncières qui sont motivées justement à venir se faire labelliser, entre guillemets, en partant d'un constat simple qui est de dire nous rachetons des actifs et nous sommes propriétaires d'actifs qui sont existants et qui par définition ont déjà pollué. La construction, c'est ce qui polluera le plus en réalité. Et donc, ce bilan énergétique, voilà, on a déjà pollué, l'actif est construit depuis 15 ans, 20 ans, que sais-je. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous changez vos ampoules pour mettre des ampoules à LED, quand vous mettez des capteurs dans ces centres qui sont énergivores, il faut le dire, pour que la lumière ou la climatisation ne se déclenche que quand c'est nécessaire, non seulement vous faites des économies au profit de vos locataires, vos charges diminuent, mais en plus vous faites un acte qui est éthique et écologique. On a des centres, par exemple à Roubaix, dans lesquels on a des toilettes sèches, dans lesquelles on est au zéro déchet. Comment vous arrivez à être au zéro déchet? Alors Roubaix, c'est peut-être pas la seule ville en France, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une ville qui est au zéro déchet. Incroyable. C'est beaucoup d'éducation. Et finalement, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est de l'écologie, mais c'est de l'écologie, donc c'est éthique, etc. Et c'est de l'écologie qui est rentable. En réalité, ce label dont je suis en train de vous parler, il remplit des prérogatives qui sont des prérogatives RSE. Parce que on va à la fois améliorer le bâti, on va à la fois améliorer l'écologie, mais on va en plus jouer un rôle social. Un centre comme Roubaix, alors pour reprendre Roubaix, en l'espace de 3 ans et avec l'arrivée d'une nouvelle locomotive alimentaire, je crois que c'est près de 400 emplois qui ont été créés. Vous imaginez 400 emplois en centre-ville. Donc le centre commercial, je pense qu'il peut faire mieux d'un point de vue écologique. On peut aussi réfléchir à des solutions, enfin il est équipé de quai de livraison, on peut réfléchir à des solutions de logistique du dernier kilomètre. Bien sûr. Où finalement il y aura de grandes plateformes à l'extérieur des villes qui viendront desservir directement le centre commercial et qui permettront ensuite avec des modes doux d'aller livrer directement ou de faire du click and collect dans le centre. Enfin, il y a énormément de possibilités pour faire vivre à nouveau ces actifs, pour les requalifier. Mais pour revenir sur votre label, qui est-ce qui évalue les critères? Parce que si c'est vous en tant que foncière, vous pouvez dire un peu ce que vous voulez. Vous avez un organisme indépendant. C'est un organisme indépendant. Et donc, si je parle beaucoup de Roubaix, c'est parce qu'on est en train de le mettre à l'épreuve pour la première fois sur notre site de Roubaix. C'est, je crois, 70 points de contrôle. Et donc, c'est le travail de mes équipes pendant plus d'1 an pour la mise en place de ce label. Est-ce que ça doit passer aussi à un moment par une volonté politique, puisque vous êtes en centre-ville, donc au contact des maires? Je crois que la volonté politique, elle est là. À chaque fois qu'on arrive dans une ville, on est accueilli comme jamais par les pouvoirs publics, parce que, imaginez-vous à quel point une ville dans laquelle vous auriez énormément de vacances locatives, ça ne transpire pas le dynamisme, et je crois que c'est tout l'enjeu des collectivités. Donc on nous déroule un véritable tapis rouge. On a forcément des points de discorde quand il s'agit de la piétonisation de certaines routes ou de l'accès à certaines villes qui est rendu de plus en plus compliqué. Après, il y a une force encore pour le centre commercial, c'est que généralement, le parking du centre-ville se trouve dans le centre commercial. Oui, c'est sûr. Mais quand même, pour revenir sur cette politique, j'entends bien qu'ils vous accueillent à bras ouverts et je comprends les créations d'emplois, tout ça, mais est-ce qu'à un moment, ils ne doivent pas vous aider aussi, peut-être fiscalement, pour justement transformer ces centres en des centres qui soient plus vertueux sur le plan écologique? Moi, je fais un constat qui est celui de dire, nous, on est une foncière indépendante et on a investi, on a fait le choix d'investir, on a fait le pari, il y a 4 ans, c'était hyper contre-cyclique, d'investir dans cette classe d'actifs, et force est de constater que ça fonctionne. L'enjeu pour moi, c'est de motiver une multitude d'investisseurs comme moi, des concurrents donc, à venir acheter aussi cette classe d'actifs. Je ne pourrais pas racheter tous les centres commerciaux de France, soyez rassurés. Et donc, venir acheter cette classe d'actifs, leur dire ça marche. Et l'enjeu pour moi de ce label-là, c'est aussi de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vraie discussion finalement dans le cadre du plan de relance par exemple, pour aller chercher une contrepartie qui viendrait motiver justement ces investisseurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir les frontières d'un centre commercial qui est en déséquilibre en disant c'est une zone franche à l'échelle de la ville ou c'est assimilé à une zone franche et donc permettre à certaines enseignes qui voudraient potentiellement s'implanter mais qui hésitent parce que c'est un pari d'ouvrir une boutique, c'est employer beaucoup de personnel et bien d'avoir par exemple une exonération de charges. Est-ce que ce ne serait pas permettre par exemple à l'investisseur du centre commercial qui lui investit pour faire des travaux, etc., et qui, en échange d'amélioration écologique, comme je viens de vous parler,
pourraient peut-être être exonérés pour partie de la taxe foncière qui ne font qu'augmenter finalement en centre-ville alors même qu'on a énormément de surfaces vacantes. Voilà, c'est tout autant d'idées avec lesquelles on essaie de réfléchir, pour lesquelles on essaie de réfléchir. Alors on parle de rénovation énergétique principalement. Moi je voulais qu'on parle aussi de l'offre, c'est-à-dire qu'on a des centres commerciaux qui sont des temple de la consommation et peut-être et de la fast fashion aussi dont on a beaucoup parlé. Est-ce que finalement il ne faut pas aussi repenser l'offre? On voit aujourd'hui parfois des boutiques de seconde main qui ouvrent dans les centres commerciaux. On a des boutiques de friperie dans nos centres, vous avez raison. On a des friperies dans nos centres. Vous savez, je crois que le consommateur, ce qu'il attend, c'est une offre la plus diversifiée possible. On n'est pas des génies, on ne réinvente pas le modèle, j'aime bien le dire. Non mais j'aime bien le dire. Non mais c'est bien, il faut rester aussi... Non, il faut savoir rester humble. Un centre commercial, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait une grosse locomotive, qu'elle soit alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, ou de loisirs, ou que sais-je. Il faut qu'elle ait une locomotive. Ensuite, et c'est le travail de ma sœur, justement... Oui, est-ce que vous travaillez avec votre sœur? Oui, depuis 10 ans maintenant, depuis 10 ans. Et elle, son travail, c'est d'aller définir justement l'offre commerciale au sein de notre centre commercial. Et donc, c'est de discuter avec une multitude d'enseignes. Aujourd'hui, on a 600 locataires, et je considère qu'on a peut-être 90% des enseignes qui sont présentes sur le marché, pour essayer justement d'aller comprendre quel sera le besoin ici et là. Et c'est surtout d'essayer de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites, à mon sens, par les très gros propriétaires, et qui est de faire une définition commerciale qui est exactement la même de partout en France. Et les attentes à Lille, elles ne sont pas forcément les mêmes qu'à Nîmes, et elles ne sont pas forcément les mêmes qu'à OKB, aux portes de Paris. Et là, justement, il va falloir s'affairer. Alors, il y a des bonnes recettes qui fonctionnent bien, et là, il va falloir s'affairer justement à définir au mieux l'offre. Alors, vous êtes assez jeune quand même, vous avez une trentaine d'années. J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans, vous avez entrepris il y a déjà 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion de l'entrepreneuriat, de l'immobilier et du commerce? Alors, ma sœur et moi n'étions pas issus d'une famille de l'immobilier. En revanche, notre papa était entrepreneur. Et je crois que c'est lui qui nous a donné la passion. Quand j'avais 12 ans, il était dans la tuyauterie industrielle. J'adorais l'accompagner avec lui sur ses chantiers, etc. J'ai toujours aimé les affaires pour les rencontres qu'on peut y faire. C'est juste passionnant. Et c'est ça qui vous a motivé. Mais pourquoi le commerce? Parce que vous disiez, quand vous avez investi dans les centres commerciaux, c'était contracyclique quand même. Donc, c'était hyper contracyclique. Nous, la société de tête s'appelle l'Avenue Développement Immobilier, et elle faisait des opérations de réhabilitation d'immeubles de partout en France, et toujours en centre-ville. Et on avait identifié ces actifs qui étaient laissés en état de déséquilibre complète par de grands investisseurs, des banquiers, des assureurs, qui n'avaient pas envie, pas les moyens, pas l'énergie en fait pour faire ce travail de réversion qu'on est en train de faire sur ces actifs-là. Et avec cette conviction qui est immobilière, et qui est de dire finalement, on a un foncier qui est juste inouï, on a un foncier qui ferait pâlir n'importe quel promoteur, on est en hyper centre-ville et on est propriétaire de dizaines de milliers de mètres carrés en hyper centre-ville, on doit pouvoir réinventer le système et on doit pouvoir faire vivre ce foncier justement au moyen d'un commerce innovant. Et puis ma sœur et moi, on est juste passionnés de commerce, on adore le commerce, on se balade tout le temps dans les commerces, on adore acheter, on adore tout acheter. Et c'est pour vous l'avenir des foncières, de se mêler de ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments aussi? Je pense en tout cas qu'une foncière, pour qu'elle soit résiliente, il va falloir qu'elle soit de plus en plus impliquée dans ce qui se passe chez elle. Et pour reprendre l'exemple des grands magasins, ce sont des immeubles inouïs, mais les exploiter en tant que grands magasins, c'est le moyen de faire vivre finalement ce patrimoine qui est extraordinaire. Merci beaucoup Frédéric Merlin. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Société des grands magasins. Tout de suite, on va parler relance durable et inclusive avec Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact. Entretien enregistré la semaine dernière.